Salut, c'est Hugo. Comme chaque jeudi et chaque dimanche, on se retrouve pour une nouvelle interview face cachée d'un candidat à la présidentielle. Et aujourd'hui, je reçois Jean Lassalle, le candidat du parti Résistons, un parti qu'il a lui-même fondé. Jean Lassalle a 66 ans, il est originaire des Pyrénées-Atlantiques dans le sud de la France et il se veut le défenseur de la France rurale. Il a été maire de son village natal pendant 40 ans, il est aussi député depuis 2002. C'est sa deuxième candidature à l'élection présidentielle après 2017 où il avait obtenu 1,2% des voix. Le principe de l'interview face cachée, je vous le rappelle, Jean Lassalle fait face à un écran géant sur lequel défilent des emojis. À plusieurs reprises pendant l'interview, il appuie sur le buzzer pour s'arrêter sur un emoji dont la face cachée va révéler différents éléments qui seront à chaque fois le point de départ de questions de fond concernant son programme et concernant sa vision de la France. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les interviews suivantes ainsi que les présentations de leur programme. Et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour Hugo. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pardon, hein, mais là ça va un peu vite. Hein, là ça va un peu vite. C'est là où justement le buzzer vous permet de l'arrêter sur un emoji. Donc quand vous le souhaitez, je vous laisse appuyer sur le buzzer et commencer comme ça pour voir le premier emoji qui va s'afficher. Je vous laisse appuyer quand vous voulez. Merde, je l'ai raté. Je pense que de toute façon il y a un délai, le temps qui ralentisse. C'est comme au loto. Ah merde. En l'occurrence, c'est un emoji vidéo. Une vidéo va apparaître à l'écran. Je vous propose... Je voulais faire le truc tricolore, mais ça passe tellement vite. Il pourrait arriver plus tard. Il va arriver plus tard. On va commencer avec du coup une vidéo qui va apparaître à l'écran. Je vous propose qu'on la regarde ensemble et qu'on en parle juste après. Quelle serait votre première décision concrète si vous êtes élu président de la République ? Ma première décision... Bonjour, cher Julien. Il n'y aura pas, dans l'état actuel des choses, de première décision, puisque Macron va être réélu dans l'état actuel des choses. Les puissances financières qui sont emparées de notre pays l'ont d'ores et déjà décidé, et quand je vois l'adversaire, le drôle d'adversaire, tenant des propos que je croyais disparus de l'espace public français en face, je comprends que les Français soient très désorientés. C'est donc un extrait du 13h de France 2. Vous étiez invité il y a quelques jours. Question assez simple, si jamais vous ne pensez pas être élu, quel est l'objectif et le sens de votre candidature, Jean Lassalle ? C'est-à-dire, c'était à double détente. C'est-à-dire, c'est pas que j'excluais d'être élu, mais je disais, si la campagne ne change pas, si le contexte reste celui-là, l'immense fortune qui va appuyer Emmanuel Macron, avec tous les engrenages, tout ce que cela, les courroies de transmission, que cela sous-tend, et celles qui seront derrière, qui sont déjà derrière Éric Zemmour, me laissent à penser que s'il n'y a pas de changement, mais je suis un optimiste invétéré, sinon je ne me présenterai pas, eh bien, Emmanuel Macron sera élu. Vous parlez d'optimisme. Il y a aussi dans votre déclaration de candidature, vous aviez déclaré, je cite, « Nous devons être porteurs de joie, toucher au cœur des gens qui sont totalement hagards, comme après le passage d'un tsunami. Pour moi, la politique est un art. Malheureusement, il n'y a plus tellement d'artistes. » C'est ça aussi le sens, selon vous, de votre candidature par rapport aux autres candidats que vous voulez porter ? Oh, je pense que chacun l'est un peu à sa manière. Ceci étant, je crois très profondément que l'homme politique, pour toucher au cœur, pour créer l'émotion, la susciter d'abord chez lui, l'émotion, doit être quelqu'un d'hypersensible, doit percevoir. Et moi, je le fais à mon niveau, mais si j'avais été un artiste, ça se serait vu depuis le temps. Mais je pense que c'est ça, la politique. Je le dis aux jeunes qui nous regardent, laissez aller vos pulsions, vos impulsions, ne vous réfrénez pas. C'est là que vous serez le plus juste, et c'est ce que je fais toute ma vie durant. Et sur le fond, par rapport à votre vision de la France, est-ce que vous avez une envie d'aller amener certains sujets qui, selon vous, ne sont pas assez couverts, certaines thématiques, certains sujets ? Est-ce qu'il y en a qui vous semblent particulièrement importants et qui ne sont pas présents aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire c'est l'extrême financiarisation de notre système. Nous sommes sortis du modèle démocratique formidable que nous avons connu. Disons dans les années 50, 60, 70, peut-être 80. Certainement à l'égal d'Athènes,
qui ne durera pas longtemps, hein, c'est une cinquantaine d'années à Athènes. Mais et les femmes ne votaient pas et les esclaves étaient là. Peut-être aussi, au début de Rome, peut-être, il y a eu, dans d'autres civilisations. Vous estimez qu'on n'est pas dans une démocratie aujourd'hui ? Non, on est dans un système qui s'est emparé de nous et qui est uniquement basé sur l'action conjuguée de la finance internationale, qui est uniquement entre quelques mains et qui décide tout, y compris du choix du président. C'est-à-dire, comment ça se traduit selon vous cette... Mais, avec les médias, bon, M. Bolloré en détient une bonne partie. Lui est pas forcément du côté d'Emmanuel Macron, il a l'air plutôt proche d'un autre... Non, mais oui, j'aurais pu faire dans l'autre sens. Aujourd'hui, pour innover un peu, je fais dans l'autre sens. Donc, oui, moi, ça me plairait que M. Zemmour, qui n'a peur de rien, qui prétend tout pouvoir dire, qu'il dise devant une caméra, Monsieur Bolloré, vous mériteriez de passer au tribunal de La Haye pour crime contre l'humanité. Pourquoi ? Voyez, mais ce qu'il fait en Afrique et que tout le monde connaît, c'est pas un secret de polichinelle. Je précise que Bolloré est à la tête notamment du groupe Canal+, etc., etc. Pour que tout le monde ait le contexte sur qui est cette... Oui, vous avez raison. Mais il a acheté aussi 52 il a aussi des maisons activités en d'édition. Afrique. Il a aussi des activités en Afrique, effectivement. Voilà, et très importantes. Enfin, il les laisse tomber un peu maintenant, hein, il faut dire vrai. Monsieur Niel, de l'autre côté, qui est le gendre de Monsieur Arnaud, Monsieur Arnaud, qui est la fortune numéro 1 en France, soutient Monsieur Macron à fond. Mais il possède le monde. Vous imaginez le monde ? Vous imaginez Boeuf-Méry s'il revenait et s'il voyait Niel installé à sa place. Ce que vous dénoncez, c'est une financiarisation de l'économie, c'est ça, une place importante de la finance plutôt que d'autres éléments qui sont plus importants. Et avec les sondages d'opinion, c'est le bouquet. Parce que là, on vous met exactement là où il faut. On va peut-être en reparler. La roue s'est relancée, je vous laisse appuyer quand vous le souhaitez. Et on va passer. Il faut que j'attrape le bleu, blanc, rouge. Je vous laisse appuyer quand vous le souhaitez. Je le rate, pas doué. Pourtant, j'ai d'autres choses qui me plaisent. On est sur un... Actu du jour, je ne sais pas ce que c'est. Actu du jour, c'est un des formats qu'on a, nous, sur YouTube. Mais concrètement, en l'occurrence, c'est un emoji, un journal. On va avoir un extrait d'un article de presse. On va le lire ensemble. Et ensuite, on va pouvoir en discuter. Tiens, j'ai fait le bon choix. Effectivement. Donc c'est un article de Sud-Ouest qui date du 15 avril 2006. Vous le voyez, ce titre, « Le crétin a été plus malin », crétin entre guillemets. C'est en fait un article qui a été publié au lendemain d'un événement central dans votre vie et votre engagement politique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? D'abord, j'ai l'œil brillant. Je trouve ça intéressant. Je me trouve dans un contexte que j'aime beaucoup et que je crois reconnaître dans les Pyrénées. Et c'était relatif à la déclaration d'un secrétaire d'État de l'époque du gouvernement Raffarin, je pense, qui s'appelait Jean-Yves Gégaud, et qui avait déclaré « Nous connaissions le crétin des Alpes, maintenant nous avons le crétin des Pyrénées ». Alors, de quoi on parle ici quand on parle de 39e jour de jeûne ? Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Qu'est-ce que vous vouliez en 2006 ? Je voulais garder l'usine Toyal dans ma vallée. J'avais été la chef de la vallée d'Aspe, oui, dans les Pyrénées-Atlantiques. Lorsque Alcan, Aluminium Canada, 550 000 salariés dans le monde, un groupe canadien, a décidé de fermer, juste l'année où j'ai été élu conseiller général, qu'on est maintenant conseiller départemental, j'étais dévasté par la déception. J'avais été élu pour revitaliser cette vallée. Donc j'ai trouvé un soir, par hasard dans l'avion, le PDG d'Alcan. Je lui ai beaucoup parlé et à 5 h du matin, il m'a dit « Je connais un groupe japonais, vous devriez aller le voir ». J'ai emprunté un billet d'avion à un copain, j'ai été voir ce groupe et ça s'est passé. Ils sont les numéros 1 dans la peinture métallisée qui permet la peinture métallisée des bagnoles et la poudre de la fusée Exocet. Et donc pour bien comprendre ici,
on parle, pour avoir bien tout le contexte, d'une grève de la faim que vous avez fait contre la fermeture de l'usine Toyal, donc dans les Pyrénées. Et c'est donc cette entreprise qui faisait vivre près de 150 salariés dans les villages alentours. Et j'ai posé, si vous permettez, toujours des actes qui avaient une dimension locale très importante, parce que c'était la fin de cette vallée d'Aspe. Perdre comme ça une centaine d'ouvriers, la pharmacie allait fermer, tout ce qui restait fermé. Mais en même temps, la France perdait 400 000 entreprises. Et j'en avais parlé avec le président Chirac, que j'avais eu au téléphone dans les derniers jours de la grève. J'avais d'ailleurs M. de Villepin, M. Sarkozy fréquemment. Et à ce moment-là, du coup, il est écrit que vous aviez été le plus malin, parce que vous aviez réussi à remporter cette bataille contre la fermeture à l'époque de cette usine. L'article vous désigne d'ailleurs comme le premier élu sous la Ve République à avoir fait une grève de la faim et à mettre votre vie d'une certaine façon en péril pour une cause. De votre côté, vous parlez de cet événement comme la chose dont vous êtes le plus fier, ou l'une des choses dont vous êtes le plus fier dans votre vie. Mais aujourd'hui, vous avez encore certaines séquelles physiques de telles choses. Est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez? Et comment est-ce que vous voyez ce type d'engagement dans un cadre politique? Oui, je le referai. Par contre, je recommanderais à ceux qui pourraient être tentés de le faire, parce que maintenant ça s'est un peu calmé, mais pendant longtemps, beaucoup ont voulu m'imiter. Je leur disais, j'ai toujours dit, réfléchissez très très bien, voyez si vraiment le jeu en vaut la chandelle, parce que c'est acquis tout double. Il en valait à chandelle ici, pour vous? Ah ben oui. Et en plus, bon, c'était la mort d'une vallée, mais c'était la mort de l'industrie en France. C'est justement une question que j'allais vous poser, c'est que vous proposiez en 2017 de nationaliser certaines entreprises, en partie certaines entreprises, pour qu'elles restent des entreprises françaises. Est-ce que c'est toujours quelque chose dans votre programme, cette idée de nationaliser des entreprises si elles sont en difficulté? Ah oui. Bon, je pense bien sûr à EDF. Je pense qu'il faut nationaliser d'une manière générale tout ce qui est régalien. Et par exemple, les autoroutes, parce que ça rapporte de l'argent. Aujourd'hui, sont privatisées. Vous souhaitez que ça appartienne à nouveau à l'État. On va passer à la question suivante. Je vous laisse donc arrêter la roue. Dites-vous, de toute façon, il y a un décalage, donc ça va être dur de l'avoir. Je vais essayer de viser le bleu, la rouge, quand même. Mais il va finir par arriver, je pense. Il va finir par arriver. J'ai toujours été lent, mais pas pour conduire. Ah tiens, le cadeau, tiens, je vais viser. Pour arriver. Après, là, c'est en l'occurrence un chronomètre. C'est un emoji chronomètre. Non, terrible. Tous les candidats. Ici, tous les candidats y passent. C'est en fait un chronomètre où vous allez avoir 1 minute pour répondre à un maximum de questions. L'idée étant d'en savoir plus sur votre programme, sur votre vision de la France, au-delà des autres sujets qu'on aborde dans le cadre de cet échange. Il va falloir répondre par oui ou par non. Alors ça. À chacune de ces questions, on va essayer d'en faire un maximum pour mieux comprendre votre programme. Est-ce que vous êtes prêts? J'essaye. On va voir ça. Doit-on supprimer le permis à points? Oui. Les soldats français doivent-ils rester au Mali? Non. Faut-il rétablir le service militaire? Oui. La France doit-elle quitter l'OTAN? Oui. Le vote blanc doit-il être reconnu? Oui. Faut-il légaliser le cannabis? Oui. Êtes-vous abonné à Netflix? Je sais pas. Netflix, excusez-moi. Très bien. Vous connaissez pas? Pas tellement, c'est des films. C'est ça. Faut-il interdire la chasse à courre? En tout cas, pas les chasses traditionnelles. La chasse à courre, je pense qu'on peut voir, mais c'est une tradition française. La Corse devrait-elle être indépendante? Non, je crois qu'elle est bien telle qu'elle est. Doit-on boycotter la Coupe du Monde au Qatar? Oui. Doit-on sortir du nucléaire en France? Non. Faut-il rétablir l'uniforme à l'école? Non. Faut-il abaisser le droit de vote à 16 ans? Non. Y aura-t-il une parité homme-femme dans votre gouvernement? Oui. Faut-il diminuer le nombre de députés et de sénateurs en France? Non. Et on est où? Ça va faire un certain nombre de questions. Et je vous laisse du coup appuyer comme vous le souhaitez. Là, je pense que je l'ai eu sans vouloir. On va voir. Ah, c'est le. Vous aviez déjà appuyé, c'était en train de s'arrêter. On est sur un emoji. Bulle de discussion, vous allez voir apparaître... De réflexion ou de discussion? De discussion, de réflexion, les deux peut-être. J'ai jamais su au juste quand on m'envoie ça. Vous allez voir apparaître une phrase à l'écran. C'est une phrase qui a été prononcée par un autre candidat à l'élection présidentielle. Je vous propose d'abord de la lire à voix haute pour commencer. Oui, c'est le candidat communiste qui s'appelle maintenant... Fabien Roussel. Oui, vous avez trouvé directement, donc on le lit à voix haute pour tout le monde, mais un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. C'est génial. C'est la gastronomie française. Le meilleur moyen de la défendre, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Ça lui a fait faire un monde de points, ce qui montre que quand
on parle vrai et sans frioriture, et quand on dit ce qu'on a au fond de son cœur, eh bien, on touche les citoyens. Qu'est-ce qui fait que cette phrase vous parle? On sait que vous parlez aussi beaucoup de la question de l'agriculture en France. C'est un sujet que vous évoquez beaucoup du fait aussi de votre parcours. Est-ce que vous considérez que la gastronomie française est en péril aujourd'hui? Ça pose forcément la question de l'agriculture. Oui, bien sûr, mais même de la langue française. La langue française est en très très grand danger. Et vraiment, ça n'a pas l'air de préoccuper grand monde. Ça préoccupe plus les Québécois, par exemple. J'ai une fille et moi je connais très bien le Québec pour les raisons que je vous ai déjà indiquées, mais ça parle plus dans un certain nombre de pays d'Afrique que ça nous parle à nous. Donc je crois qu'il faut effectivement consommer sans modération la gastronomie. Et comment est-ce qu'on défend l'agriculture française aujourd'hui? Qu'est-ce que vous proposez concrètement en termes de mesures pour justement protéger l'agriculture française dans la situation actuelle? D'abord, il faut la reprendre en considération et l'inscrire dans un projet plus large que j'ai appelé Campagne de France, grande cause nationale. Il faut en faire une grande cause nationale comme on l'a eu fait parfois pour d'autres. Et il faudra le solder par un référendum de façon à ce que le 16e arrondissement participe aussi. Je veux que ce débat soit partagé de tous. Dans l'esprit de quelques heures, les campagnes et les milieux ruraux sont un poids mort qui coûte au pays. On dit il n'y a qu'à mettre des bestioles et puis ça ne nous coûtera pas cher. C'est une grande erreur. C'est là que réside, je crois, le plus formidable gisement d'emploi des 30 ans à venir. Et concrètement, en termes de mesures, ça se traduit par quoi, du coup, cette priorité? La priorité, ça se traduit par le fait que je veux mettre 3 à 4 milliards par an pendant mon mandat, mais spécifiquement au niveau de l'État. Je les retirerai à la contribution que la France apporte au budget européen, qui est de l'ordre de 24 ou 5 milliards, on ne sait pas depuis que les Anglais sont partis. Et il faut revoir totalement, de bout en bout, la PAC. Ok, la PAC, c'est donc la politique agricole commune qui est en place aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne. Et favoriser ensuite, il faut ensuite faciliter, grâce notamment à l'intervention de l'État via le préfet et ses services, que j'ai vu quand j'étais jeune maire très efficace, un jeune à s'installer. Parce que c'est très difficile de reprendre une exploitation agricole. Il faut d'abord convaincre son entourage, parfois sa famille. Ensuite, il faut dédommager les frères et sœurs qui ont décidé de faire autre chose. Souvent, ils sont tombés sur des compagnons ou des compagnes de vie qui s'imaginent que ça vaut des millions. Puis ensuite, il y a un plan d'investissement, souvent, même pour une petite exploitation familiale. On va passer à la question suivante. On relance du coup la roue. Je vous laisse l'arrêter. Et ça va s'arrêter sur... Et ben on va voir quoi? Une carte, en l'occurrence. Vous allez voir s'afficher une carte et je vous laisse la découvrir. On va pouvoir en parler. Ah, c'est mon Tour de France. C'est votre Tour de France, effectivement, en 2013. Il y a une partie des punaises qui avait sauté, là. Ah, c'est celle qu'on voit au milieu, là? Donc, on voit... En Indre-et-Loire, qu'on voit de la pointe de la Bretagne jusqu'à Paris. Bon. J'ai fait toute la Normandie aussi. Parce que vous avez fait un Tour de France en 2013, un Tour de France à la rencontre des Français, 5000 km à pied en 9 mois. 6000, hein, parce qu'on a fait le calcul après. Et bon, moi, comme je ne comptais pas les kilomètres tous les jours, mais vous avez fait le calcul après, c'était 34 stagiaires qui ont refait les calculs. C'est les stagiaires qui ont fait les calculs. Quelles sont les grandes leçons que vous en tirez de ce Tour de France? Je pense que les Français avaient déjà tout percevaient, pressentaient ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire le fait que le système confisquait les plus grandes l'argent dans les plus grandes proportions, ce qui a créé de facto un appauvrissement de l'espace public et des services publics, que les hôpitaux fermaient à toute vitesse, les écoles aussi.
Et pour bien comprendre, parce que vous parlez de cette déconnexion, de cette financiarisation de l'économie, etc., le modèle que vous imaginez pour comprendre bien, parce que vous en parlez beaucoup, c'est quoi? C'est un modèle qui reste dans un cadre d'un modèle capitaliste, ou alors est-ce qu'on sort du capitalisme? Quel est le modèle que vous imaginez pour une société idéale, selon vous? On a connu l'URSS et on a dit le monde libre a gagné contre la dictature. Aujourd'hui, la dictature, on ne l'a pas vue venir. Il n'y avait pas d'armée aux frontières, il n'y avait pas d'immenses oriflammes claquant au vent, tandis qu'une voix nasillarde vous criait les pires injonctions, les pires ordures. Mais ça s'est trouvé et progressivement, nous nous sommes laissés avoir d'abord les politiques. Et vous pensez qu'on est en dictature aujourd'hui? C'est pas un terme trop fort? Non, une dictature très organisée. Mais est-ce qu'en dictature, vous pourriez dire justement ce que vous dites actuellement, dans le cadre d'une dictature? Je vais sortir d'ici, mais dès qu'on aura vu, vous êtes très suivi, mes fils me l'ont dit, et ma fille, vous êtes très suivi, mais je vais le payer, je vais rester à 0,5. Il y a bien Mediapart qui va me trouver des pouces sur la tête. Et puis, je précise que vous avez été accusé d'agression sexuelle. Par exemple, notamment, mais pas que. Suite à des enquêtes de plusieurs médias. J'ai jamais été dénoncé, d'ailleurs. J'ai été dénoncé, mais enfin, personne ne m'a dit, voilà, je porte plainte. Il n'y a pas eu de plainte en justice, en l'occurrence, mais des enquêtes qui ont été faites par des médias. Ça peut arriver à tout moment. Si je montais de 3 ou 4%, vous imaginez. Mais j'ai été un psychopathe. Qui était très dangereux, très intelligent, mais très dangereux. Ça vient de l'entourage de M. Bayrou, avec qui j'étais pendant. Vous avez été au MoDem, donc pour donner un peu de contexte, vous avez été au MoDem, qui est le parti de François Bayrou, qui est un parti centriste, proche aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Et vous considérez aujourd'hui être la cible, du coup, de. Pas que de lui, pas que d'eux, mais on est la cible, c'est toujours pareil. C'est pas une organisation maléfique comme ça, c'est des intérêts convergents qui font que cela crée des alliances convergentes. Et aujourd'hui, toutes les puissances convergent vers le même soleil noir. Et comment on casse ce système que vous évoquez, selon vous? Comment est-ce qu'on casse un tel système? En résistant. C'est ce que je fais en créant le mouvement résistant, qui va se prononcer au présent, et en disant, chaque fois que ça ne vous paraît pas convenable, non. J'ai dit ce matin non à France Inter pour une interview. Ça m'aurait bien aimé. J'aurais bien aimé. France Inter a été ma radio de prédilection pendant des années. Mais ils ne m'inviteront pas au débat avec les candidats. Ils ne savent même pas encore qui seront les candidats. Ils ont déjà dit qu'ils inviteraient les 7 ou 8 candidats avec lesquels M. le Président de la République pourrait être amené à débattre. On va passer à la question suivante. Vous comprenez là, c'est clair. C'est la question, effectivement, que vous évoquez beaucoup. Mais sur la sortie de ce système-là, vous parlez, vous, du coup, de résistance via ces prises de parole que vous avez là. D'abord, le verbe et la plume, parce qu'on n'a rien trouvé de mieux pour toucher au cœur. Ensuite, c'est une attitude qu'il faut avoir et qui soit la plus cohérente de bout en bout. Expliquer au fur et à mesure. Ensuite, je veux reconstruire l'État. L'État a été un symbole majeur. On a besoin de symboles en politique. Il faut un symbole et un outil qui sera à la disposition du président chef d'État. Et ensuite, il faut recréer une organisation territoriale à partir de la commune. On va passer à la question suivante. Et je vous laisse, encore une fois, arrêter avec le buzzer. Alors, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant? Le bleu, blanc, rouge, je l'ai eu, mais c'est pas tellement. On est à la 6e question. C'est fait pour des candidats plus jeunes. Je comprends. Non, attention, il y a un délai entre le moment où vous appuyez et le moment où ça ralentit. Donc, si je peux avoir la pendule. Allez-y, quand vous voulez. Bon, tant pis, n'importe. On va voir. Donc, je fais 2 fois, et puis, de toute façon, j'espère que je vais pas trop. Ah, le cadeau, tiens. C'est un cadeau. Derrière ce cadeau, à chaque fois, pour tous les candidats qui viennent ici, il va se présenter une question venant d'un autre candidat. Un autre candidat vous a posé une question. On va donc découvrir quel candidat vous a laissé une question et après, je vous laisse y répondre. Cher Jean Lassalle, si oui, tu es au second tour, je te soutiendrai. Alors, si je suis au second tour, est-ce que tu me soutiens?
Je ne peux pas te répondre. Hein. Je te remercie d'abord pour ta confiance, mais je crois qu'une élection aussi importante que la nôtre comporte 2 étapes si on veut suivre les institutions françaises, et je crois qu'il faut quand même se raccrocher à ce qui est écrit et ce qui est le plus fort dans le marbre et dans l'inconscient des Français. Il y a un premier tour, et ensuite il y a un second tour, donc... tu es un ami de longue date, je respecte ce que tu fais, mais je ne peux pas répondre à ta question. On va passer à la question suivante. Et pour ça, je vous laisse appuyer sur ce buzzer. Il appuie n'importe comment. Pour il y en a changer. un qui va bien finir par arriver à quelque chose. Il y a un délai entre le moment où vous appuyez et le moment où ça commence à ralentir. Là, en l'occurrence, c'est un emoji. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Le Juste Prix, mais là, ça va être le juste chiffre. Concrètement, je vais vous poser une question qui concerne les jeunes. Et là, l'objectif n'est pas de vous donner... en fait, l'idée, c'est de mieux comprendre concrètement quelles sont les mesures de votre programme. On va afficher du coup la question. Je vais vous laisser y répondre. Après, on va parler de votre programme. En quelle année le service militaire a-t-il été supprimé? Est-ce que c'est 91, 95, 97 ou 2002? Je pense que c'est... Enfin, en tout cas, c'est Jacques Chirac. Alors, l'a-t-il fait en 95 ou en 97? Je pencherais plutôt pour... il n'y avait pas encore la cohabitation. Est-ce qu'il avait déjà mis un terme? Je pense peut-être 95 après son élection. Alors, parce qu'il n'y avait pas encore Jospin. Le décret en tant que tel qui met fin au service militaire, il est entré en vigueur en 2002. C'était venu plus tardivement. Mais il avait pris la décision. Il l'avait annoncé plus tôt. Donc en 97. Pourquoi est-ce que je pose la question là? C'est pas en soi pour jouer un quiz là-dessus, c'est pour aborder un sujet, puisque le service militaire, vous êtes favorable à son retour, pas sous la forme forcément telle qu'on l'avait jusqu'ici, mais une forme différente. Vous parlez notamment de service national, civil ou militaire. Est-ce que vous pouvez dire concrètement en quoi ça consiste pour les jeunes qui regardent cette vidéo? Et je voudrais vraiment réussir à le dire tel que je le pense. Non, je ne pense pas au service militaire de papy ou même de quelques papas encore qui l'ont fait, mais je pense à un service très actuel, très moderne, qui permette à une tranche de jeunesse, 700 000 jeunes par an, de se retrouver à 18 ans. Obligatoirement? Oui, obligatoire. Du 20 septembre au 20 juin. Ceux qui sont intéressés par l'organisation de l'armée de la défense en France iront plutôt vers les armées, où ils iront découvrir des services dont ils ont entendu parler, mais je pense au contre-espionnage, je pense aussi peut-être à la recherche, notamment la recherche spatiale, etc., là où ils pourront, parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Les autres militaires, civiques, dans les hôpitaux, dans la reconstruction de villages, il y a tellement besoin de main-d'œuvre, dans la reconstruction de fermes agricoles. Et vous parlez de main-d'œuvre, etc., c'est-à-dire que c'est un service militaire qui est rémunéré? Si oui, comment, combien? Comment ça se passe pour les jeunes? Je ne le rémunérerai pas beaucoup parce que je considère que c'est un service national. Donc je n'ai pas fini de caler, autant le dire, le taux, mais il faut quand même que le jeune homme et sa famille, qui souvent ne sont pas des riches, 70% des Français sont pratiquement au seuil de difficultés financières. Mais je crois que quelque chose qui ressemblerait aux 500 € par mois, voilà. Parce que c'est peu 500 € pour... Comment? C'est peu 500 € pour vivre. Mais c'est un service en même temps, ça dure un an. Après, je mettrai le RSA, qui n'est réservé qu'à quelques-uns aujourd'hui, et que j'élargirai beaucoup plus pour le porter à 800 € par mois, et je donnerai la possibilité à tous les Français de faire un emprunt garanti par l'État de 20 millions de... 20 millions, ce serait... 20 millions d'euros. Mais 20 pour 000 revenir euros. au service, oui. Ah non, oui, de 20 000 €. 20 000 €, pardon, oui, excusez-moi, parce que je vois tous ces chiffres. Donc, 20 000 €, j'ai bien dit 20 000 €. Et sinon, pour revenir, mais il y a la possibilité aussi de passer tous les permis de conduire. Dans le cadre de ce service national, civique ou militaire. Ensuite, il y a la possibilité, pour ceux qui le veulent, de donner des cours
à ceux qui veulent bien recevoir pour faire du rattrapage. Ils auront la première annuité de retraite, la plus difficile à obtenir. Cette année comptera comme une annuité de retraite. Oui, c'est-à-dire, et c'est pas mal déjà ça. Et enfin, ils ont la possibilité d'échanger leur 06 et leur code mail, c'est-à-dire que c'est toute une génération composée de garçons et filles de Bobigny, de Lourdes-Zichère, de la France, qui vont pouvoir pendant un an... des merveilleux bouts de France, de la Martinique ou ailleurs, qui vont se retrouver. Moi, je ne vois pas comment, compte tenu des disparités qui se sont établies, on peut faire nation autrement. On va passer à une dernière question. Je vous laisse appuyer sur le buzzer. J'appuie n'importe comment maintenant. J'essaye pas de... C'est impossible. Ah, depuis là. Le voici, le drapeau français. Derrière cet emoji, vous allez découvrir des phrases, en fait, une reprise plutôt d'une phrase assez célèbre qui a été prononcée par François Hollande. C'était en 2012 face à Nicolas Sarkozy. C'était le fameux « moi président ». Là, en l'occurrence, vous allez pouvoir le reprendre un petit peu à votre sauce puisque vous allez voir afficher à l'écran des phrases. Je vous propose de lire chaque début de phrase et de compléter en une phrase chacun des éléments qui vont s'afficher, pareil, pour mieux comprendre votre vision de la France. Est-ce que vous me permettez de dire, avant le départ de cette nouvelle épreuve, que n'avais pas du tout aimé cette expression de François Hollande. De François Hollande en 2012 Moi, président, moi je ne dirais jamais ça. Qu'est-ce que vous diriez alors je dirais, je ne sais pas. Ma vision de la France. Ma vision, oui. Ma vision, ma manière de servir le pays, comme vous me l'avez demandé. Très bien. Alors, on va voir du coup avec les questions ici. Donc, on ne va pas dire moi président, on va dire Jean Lassalle, dans ma manière de servir le pays, je vais y arriver, mon ennemi sera... Oh, je ne me reconnais pas vraiment d'ennemi, parce que l'ennemi vous pousse à la guerre. Je dirais que la partie sociale que je pourrais définir comme celle dont je me fie le plus, encore une fois, c'est cette financiarisation de l'économie et l'interpénétration dans tous les domaines. Prochaine question, pour servir le pays, ma première visite officielle sera peut-être à Paris. Je ferai peut-être un tour de Paris pour bien rendre compte des différentes strates de Paris. Ce sera à Paris, ce ne sera pas à l'étranger. Les banlieues. L'étranger, on n'est plus copains avec personne. Donc par qui je commence? Il y a un énorme travail à faire. Le suivant, moi président, si j'étais élu, j'habiterais à l'Élysée ou autre part? À l'Élysée. À l'Élysée. Parce que je considère que c'est la résidence du président de la République, de sa femme, et s'il y a un enfant qui veut venir, je ne sais pas, donc je pense qu'ils auront autre chose à faire peut-être, mais moi... Ça doit le rester selon vous. Un autre, mon Premier ministre sera... Celui qui l'aura le plus gagné et le plus voulu à mes côtés. Ou celle. C'est-à-dire, ça veut dire l'un de vos proches, l'un de... Non, c'est quelqu'un qui peut se révéler, peut-être vous. Moi, ça ira, c'est pas prévu. Vous ne pouvez pas savoir. Pour l'instant, c'est on ne connaît pas tout de son destin. C'est ça qui est magnifique dans la vie. Ce sera peut-être un des jeunes qui va nous voir aujourd'hui. Peut-être, ça c'est possible. Il y en a beaucoup qui regardent. Donc, non, je crois que c'est à un moment donné, et c'est ça qui fait que la politique est un art. Vous ne savez pas l'espace d'avant que vous pouvez vous affirmer par votre voix. Est-ce que Michel-Ange savait qu'il allait pouvoir trouver la force pour la Sixtine, etc. Il faut faire confiance. Il faut se faire confiance. Et puis, d'une certaine manière, moi, je crois au destin. Très bien. Ce sera le dernier maintenant. Moi, président, la France sera... Alors là, en une phrase pour terminer. Beaucoup plus souveraine, de façon à prendre des décisions qui s'imposent d'abord en matière de défense, et puis pour trouver enfin la nouvelle énergie de demain qui doit durer 30 ou 40 ans et plus. Et pour moi, c'est l'énergie solaire, avec un exemple à Fort-Romeu que nous devons au général de Gaulle, qui est extraordinaire, et l'énergie des marées. Parce que si nous réglons le problème de l'énergie, après les milliardaires, ils peuvent continuer. Mais je les aurai, les milliardaires. Je leur dirai, tu ne vas pas partir dans ta tombe
Merci comme ça. beaucoup. Tes Merci fils beaucoup. danseront, s'entretueront le jour où tu crèveras. Merci beaucoup. Toi, tu peux devenir un héros pour la France. Merci et peut-être aller au beaucoup. Panthéon. Merci Jean Lassalle pour votre temps, d'avoir accepté encore une fois cette interview que l'on fait avec tous les candidats à l'élection présidentielle pour en savoir plus sur votre programme. Et je précise d'ailleurs que cette interview vient en complément d'une autre vidéo qu'on fait là aussi avec tous les candidats à l'élection présidentielle. C'est une vidéo qui va présenter votre programme et votre vision de la France en une dizaine de minutes. Une vidéo qui sortira sur cette même chaîne YouTube. D'ailleurs, j'en profite à le dire du coup pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, si jamais ce n'est pas encore le cas, pour ne pas louper les interviews suivantes de tous les candidats. Vous allez donc avoir aussi les décryptages et les programmes et les interviews qui vont arriver dans les prochains jours sur cette chaîne. Encore merci, Jean Lassalle, pour votre temps. Merci infiniment, Hugo. Et merci, Hugo Décrypte. J'ai adoré ce studio parce qu'il est dépouillé, mais il est un peu habité par la réflexion de tous ceux qui m'ont précédé et de tous ceux qui suivront, et la vôtre qui n'est pas rien, et de l'équipe qui vous entoure. Merci. Merci à vous et prenez soin de vous. On se dit à très vite. À très vite.